Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 8 janvier 2019. Et j'offre cette petite vidéo à mon ami David Giroux, qui m'a offert ce livre, Soumission, Sérotonine, de Houellebecq. Lecture éprouvante et j'ai des sentiments mitigés, je vais vous expliquer pourquoi. Et je vais d'abord vous résumer, c'est quoi l'histoire? Ben, c'est l'histoire d'un ratage amoureux. C'est un type qui se retrouve à 46 ans, qui revient sur sa vie. En fait, on va reprendre depuis le début. Alors, c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un raté, disons-le franchement, d'un raté de l'amour. Il a 46 ans, il fait le point sur sa vie, et il s'aperçoit qu'à 2 reprises, il est passé à côté de l'amour. Et il revoit quelques-unes de ses compagnes qui ont eu à jouer un rôle dans son existence. La dernière, celle dont il était vraiment épris et où il aurait pu trouver le bonheur, parce que c'est l'idée centrale de ce livre, c'est que la vie, elle est difficile, elle est pénible, nous sommes foutus, Dieu existe, peut-être, la possibilité d'une transcendance est esquissée à la toute fin, mais qu'assurément, la seule chose qui peut nous donner un peu de soutien en ce bas monde, c'est le compagnonnage. Alors, ça ne règle pas tous nos problèmes, mais ça met un baume sur l'existence. Alors, le personnage découvre, à 46 ans, qu'il a raté sa vie amoureuse, et qu'il ne pourra jamais la réussir. Alors, ça commence comment? Alors là, c'est là. Où sont mes sentiments mitigés? Alors, j'ai beaucoup de sentiments mitigés à l'égard de ce livre-là. Je sais, Houellebecq, d'une intelligence redoutable. Tout est construit dans son truc. Il a une formation, comme vous le savez, d'ingénieur agronome. Alors, il a cette capacité-là de cartographier. Il a cette capacité-là aussi de saisir les grands mouvements d'ensemble sociologiques et de prendre un personnage, généralement un pauvre type, et généralement un type animé de ce que Max Scheler appelait l'homme du ressentiment. Il éprouve toujours du ressentiment. Si dans Soumission, il réglait ses comptes avec le milieu universitaire, dans Sérotonine, il règle ses comptes avec le milieu littéraire. Je vais y venir d'ailleurs, ça va être le seul passage que je vais vous lire de ce livre-là, comment, au fond, il dit que la littérature est morte, n'existe plus dans ce monde. Alors, je reviens au personnage, qui est c'est ça aussi qui est choquant dans ce livre-là, puis c'est à mon sens aussi je dirais presque une sorte de perfidie, parce que c'est un livre truffé de références littéraires, qui ne cadre pas avec la médiocrité du personnage, mais il s'en explique plus loin qu'au fond, on peut en être absolument médiocre et avoir tous lu les livres qui sont derrière. Que la culture ne mord pas sur la médiocrité humaine, qu'elle n'a pas d'impact au fond, que c'est un mince vernis et que très peu de choses peuvent se produire pour que ce vernis-là craque. On peut être d'accord ou pas avec ça. Alors, pour Houellebecq, la littérature étant morte, ce sont des matériaux qu'il utilise, des matériaux littéraires. Les références abondent d'ailleurs en notes. Là, je pense les avoir toutes relevées, ces références-là littéraires. Elles sont nombreuses. Vous pourrez voir là, dans mes commentaires, là, je vais partager ça. Alors, vous pourrez en juger par vous-même. Et ça se termine, le livre se termine par, je dirais presque une dénonciation en règle de la littérature. Alors, c'est assez curieux. Ça, c'est une chose. Il y a 3 choses aussi là-dedans. Houellebecq, en bon fabricant de livres, il sait qu'il doit garder son lecteur captif. Hein? Tout d'un coup, il y a une apologie à la fin de Conan Doyle. Il dit que c'est un page-turner. Hein? Il dit qu'il est passé maître dans l'art de garder son lecteur en suspens.
C'est ce que fait Houellebecq. Et il y a 3 éléments qui nous balancent à la gueule. Et sans trop de... Bon, le 3e, on peut comprendre un peu qu'est-ce que ça vient faire dans le récit, certaines explications. Le premier, il passe ça assez rapidement. Alors, c'est quoi? Il découvre que sa maîtresse japonaise, sa jeune maîtresse japonaise de 20 ans plus jeune que lui, eh bien, en farfouillant dans son ordinateur, il subodorait qu'elle le trompait, évidemment, parce que personne n'a de loyauté à l'égard de personne, selon toujours la doxa Houellebecqienne, et il découvre que sa compagne nippone, eh bien, baise avec des chiens. Alors, ouais. Alors là, on se retrouve bestialité. Deuxième passage, à la page 214, je pense. La première, c'est 54. La deuxième, je pense, c'est 214. Et là, on ne sait pas trop ce que ça vient faire dans le récit, parce qu'au fond, ça s'appuie sur rien, contrairement au troisième tabou qu'il va exploiter. Eh bien, c'est la pédophilie. Alors, une scène de pédophilie, enfin, navrante, dégradante, presque déshonorante pour le lecteur. Et là, il nous rajoute une couche, je dirais, de stupre, de médiocrité. Il nous entraîne un peu plus bas dans la fange. Et la troisième, eh bien, on est presque sur le point d'assister à un infanticide. Sa grande peine d'amour, là où il aurait pu être heureux dans sa vie, évidemment, étant un individu dominé par ses pulsions, hein, eh bien, il trompe sa femme, sa compagne, elle le croise dans la rue avec son amante noire, et elle le quitte simplement. Alors, il la retrouve plus tard, mais elle, il la rencontre pas, parce que les autres amours manqués, hein, les autres amours décomposés, dit Baudelaire, eh bien, il les retrouve, et c'est franchement pathétique, parce qu'elles aussi, ces femmes-là, elles sont passées à côté de l'amour, et peut-être que si lui les avait aimées, en tout cas, visiblement, on comprend qu'elles étaient éprises de lui. Mais lui, c'est un pauvre type, hein, faut pas perdre de vue ça. Alors, conduite d'échec, canalise pas, ou qui esquisse un peu, très très brièvement, en évoquant, c'est peut-être un des seuls passages vraiment émouvants de ce livre-là, le suicide de ses parents. Ses parents, un couple amoureux, le père découvre qu'il a un cancer en phase terminale, et mari et femme se donnent la mort. Et là, on a un passage où on apprend, je ne sais si c'est vrai, mais qu'on peut se faire inhumer à deux. Alors, on peut être enterré en couple. Bon, voilà, je ne sais pas si c'est vrai. Et là, on comprend aussi que cet exemple-là de l'amour, eh bien, lui, il en a été exclu, au fond. Les enfants n'ont rien à voir avec le bonheur d'un couple. Hein? C'est ce qu'on comprend, mais c'est ce qu'on comprend aussi dans la vie en général. On n'a pas besoin de lire Houellebecq pour savoir que le bien-être des époux ne passe pas nécessairement par la reproduction de ces époux-là. Fabriquer des enfants, dit-il. Alors, et là, on conçoit que l'auteur a pu, fils unique, a pu en éprouver du dépit, qu'il a été exclu de ce couple-là, et il dit même que, à un moment donné, quand ils finissent par l'aider à se trouver un appartement à Paris, ben, ils sentent le soulagement, ils sont contents de, il est élevé, l'oiseau prend son envol, et puis, voilà, on va pouvoir retrouver notre vie de couple. Et il en éprouve du dépit. Et il dit, toujours sur cette lancée-là, que le bonheur est impossible en Occident. Que le bonheur est maintenant, dorénavant, impossible en Occident. Alors, tout est brodé sur cette idée-là de nihilisme. En filigrane, on y retrouve, donc, vous disais-je, la possibilité d'atténuer nos souffrances par le compagnonnage. C'est ce que raconte le livre. Il retrouve ses amours décomposés. Hein.
Il retrouve ses amours décomposés. La troisième, celle qu'il a vraiment aimée et qui pense qu'il aurait pu être heureux, eh bien, pendant un temps, il songe à assassiner son gamin de 4 ans. Il a un fusil de longue portée. L'enfant est dans sa mire et là, on se dit, là, le suspense est haletant. Va-t-il, oui ou non, appuyer sur la gâchette? Le tabou numéro 3 a été esquivé de justesse. Il n'appuie pas sur la gâchette. Mais le fait qu'il ait pu le concevoir, parce que là, il imagine qu'une fois l'enfant de 4 ans abattu, parce que la mère, elle non plus, n'aura pas fait sa vie, elle a jeté son dévolu et toute sa capacité d'amour dans cet être-là qui va nécessairement la décevoir, évidemment. Mais lui est tout conscient de tout ça. Alors, ce qu'il se proposait de faire, dis-je, c'était de liquider l'enfant, de revenir quelques mois plus tard et de lui proposer d'en fabriquer un autre. Hein? Alors, on imagine bien sur quelle sorte d'amour, hein, sur quelle sorte de retrouvailles amoureuses aurait pu se fonder cette relation à partir d'un infanticide. Alors, Houellebecq, j'allais quasiment dire en bon escroc intellectuel, nous a servi les 3 grands tabous encore restants dans notre société. Bestialité, pédophilie et infanticide. Alors, et là, le portrait est donné dans un monde où il n'y a pas d'espoir, où le libre-échange triomphe, parce que là, c'est rempli aussi d'exemples. Bon, les paysans français qui disparaissent les uns après les autres, suite à la mondialisation, suite à... Il parle que le libre-échange, le libre-échangisme, c'est même pas une pensée, c'est une religion. Qu'au fond, on y adhère aveuglément, et puis qu'en fin de compte, à la limite, on n'a pas le choix. Dans le sens que pour nourrir les milliards d'habitants que nous sommes sur cette planète, eh bien, il faut produire toujours plus, toujours plus. Notre mode de vie est irréformable, et on se dirige collectivement vers l'abîme, et qu'il n'y a rien à faire, au fond. Et quand même, la littérature n'est plus... Et c'est là... Et là, je me suis dit, ouais. C'est un... Je sais pas si je pourrais appeler ça un détrousseur de cadavres, mais là, l'homme est habile. La campagne vous disait, pourquoi l'ai-je lu? Peut-être c'est ça où c'est un écrivain important, c'est qu'il oblige à la réflexion. Il oblige d'abord par une sorte de retour inattendu, j'allais dire, du refoulé. On se remet à parler de livres. On parle de livres. On en discute. Est-ce qu'on doit le lire? Est-ce qu'on ne doit pas le lire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Écoutez, je répondrai pas à ça. Mon avis, c'est limite de l'escroquerie, mais je vais vous lire. Et comme je vous dis dans la note, là, en bas, ben, vous pourrez trouver, j'en ai sans doute oublié, mais je vais vous lire un seul passage et on va conclure là-dessus. Parce que c'est ça qui est étonnant. Ça, c'est une espèce de... En fait, pour moi, c'est un des nombreux points faibles de ce livre. C'est que le personnage n'a pas de culture. Et là, Houellebecq, pour démontrer sa doxa nihiliste, a recours à des références littéraires là, qui s'enchaînent les unes après les autres. Elles sont nombreuses, elles sont incessantes, elles sont tourbillonnantes, elles sont hallucinantes même, je dirais. Mais tout ça pour dire qu'au fond, il n'y a plus rien à faire à part le couple et que la littérature est morte. Cela faisait longtemps que j'avais le projet de lire La Montagne magique de Thomas Mann. C'était, j'en avais l'intuition, un livre funèbre. Mais après tout cela convenait à ma situation, c'était sans doute le moment. Je m'y plongeai donc, avec admiration d'abord, puis avec une réserve croissante. Même si son étendue, ses ambitions étaient considérablement plus grandes, le sens ultime de l'ouvrage était au fond exactement le même que celui de Mort à Venise. Alors, vous voyez ici, là, ce narrateur inculte nous sert un distinguo entre les deux œuvres importantes de Thomas Mann. Pas davantage que ce vieil imbécile de Goethe, balancé comme ça à la gueule, puis là, entre parenthèses, l'humaniste allemand tendance méditerranéenne, l'un des plus sinistres radoteur de la littérature mondiale.
un petit coup ici, par là, mais ne perdez jamais de vue, le personnage, il est inculte, il est médiocre, il est veule, il est sans consistance et il balance comme ça là, ses estocades. On s'en fout que ce soit des géants ou non de la littérature, mais ça ne cadre pas avec ce qu'est le personnage. Oh, on me dira, oui, peut-être, on aurait vu un universitaire nous expliquer de long en large pourquoi Goethe est un vieil emmerdeur et patati avec des références et des bibliographies qui n'en finissent plus. On pourrait dire, on saura gré à Houellebecq de nous épargner un tel pensum, mais ça ne cadre pas. C'est ça ça coince. Parce qu'au fond, il n'est même pas crédible. Mais là, comme là, vous allez voir, parce que c'est l'auto-veulerie s'engendrant par elle-même. Pas davantage, l'un des plus sinistres. Bon, pas davantage que son héros, Aschenbach, largement plus sympathique pourtant. Thomas Mann. Thomas Mann lui-même, et c'était extrêmement grave, avait été incapable d'échapper à la fascination de la jeunesse et de la beauté, qu'il avait finalement placé au-dessus de tout, au-dessus de toutes les qualités intellectuelles et morales, et devant lesquelles il s'était, au bout du compte, lui aussi, sans la moindre retenue, abjectement vautré. Et là, on ouvre bien les oreilles. Ainsi, toute la culture du monde ne servait à rien. Toute la culture du monde n'apportait aucun bénéfice moral, ni aucun avantage, puisque dans les mêmes années, exactement dans les mêmes années, Marcel Proust concluait à la fin du Temps retrouvé. Le narrateur ne lit pas, là, hein? On perd pas de vue ça, il lit pas le mec, là. Il le dit même, à un moment donné, il lit Gogol. Il lit quelques pages de Gogol, puis il revient sur les mêmes pages. Oh, Gogol, auteur oublié, nous dit-il. Concluait à la fin du Temps retrouvé avec une remarquable franchise, ça c'est Houellebecq qui le dit, que ce n'était pas seulement les relations mondaines, mais même les relations amicales qui n'offraient rien de substantiel, qu'elle était tout simplement une perte de temps, et que ce n'était nullement de conversation intellectuelle que l'écrivain, contrairement à ce que croient les gens du monde, avait besoin, mais de léger amour avec des jeunes filles en fleurs. Je tiens beaucoup à ce stade de l'argumentation, l'argumentaire, à remplacer jeune fille en fleurs par jeune chatte humide. Cela contribuera, me semble-t-il, à la clarté du débat, sans nuire à la poésie. Qu'y a-t-il de plus beau, de plus poétique qu'une chatte qui commence à s'humidifier? Je demande qu'on y songe sérieusement avant de me répondre. Une bite qui entame son ascension verticale? Cela pourrait se soutenir. Tout dépend, comme beaucoup de choses en ce monde, du point de vue sexuel que l'on adopte. Marcel Proust et Thomas Mann, pour en revenir à mon sujet, avaient beau posséder toute la culture du monde, il avait beau être à la tête, en cet impressionnant début du XXe siècle, qui synthétisait à lui seul 8 siècles, et même un peu plus de culture européenne, de tout le savoir et de toute l'intelligence du monde, ils avaient beau représenter chacun de leur côté le sommet des civilisations françaises et allemandes, c'est-à-dire des civilisations les plus brillantes, les plus profondes et les plus raffinées de leur temps, ils n'en étaient pas moins restés à la merci et prêts à se prosterner devant n'importe quelle chatte humide ou n'importe quelle jeune bite vaillamment dressée, suivant leurs préférences personnelles. Thomas Mann demeurant à cet égard indécidable et Proust au fond n'étant pas très clair non plus. Et là, il y a un enchaînement sur Lamartine qui compare Elvis Presley. L'homme du ressentiment, ainsi qu'on pourrait qualifier Houellebecq, qui utilise la littérature, qui utilise en fait ce qu'il y a de mieux dans la littérature, il le dit. D'ailleurs, c'est ça qui ne cadre pas. On s'entre-reprochait à Mauriac de se comporter comme Dieu avec ses personnages de romans. Et là, on a l'impression que les personnages de Houellebecq
sont des marionnettes idéologiques au ventriloque, Houellebecq. Se sert d'eux pour passer ses messages, et c'est là pour moi qui est la faillite, en tout cas de ce livre-là, c'est que ça ne coïncide pas. Et toutes les stratégies d'entraîner le lecteur dans sa veulerie, bestialité, pédophilie, infanticide, pour maintenir le niveau d'alerte au maximum, relève à mon sens de l'escroquerie. Oui, Houellebecq, écrivain de génie même, comme Damon Hirst ou Jeff Koons, c'est du financial art. Il est devenu millionnaire comme ça, en saisissant la veulerie de l'homme du ressentiment. Ce qu'on retient, la conclusion qui est heideggerienne, j'ai oublié de vous dire ça. Et puis une citation du Christ. Et je comprends aujourd'hui le point de vue du Christ. Son agacement répété devant l'endurcissement des cœurs, ils ont tous les signes et ils n'en tiennent pas compte. Est-ce qu'il faut vraiment en supplément que je donne ma vie pour ces minables? Est-ce qu'il faut vraiment être à ce point explicite? Il semblerait que oui. Beau tour de passe-passe. Beau tour de passe-passe. Enfin, voilà. Ça se termine par... Au fond, regardez, je ne suis pas si mauvais que ça. Je vous montre à quel point vous êtes médiocre. Je vous montre à quel point vous êtes des nihilistes. Je vous sers de la merde à manger. Vous en réclamez. Je vous explique que cette merde-là, elle est issue de 8 siècles de littérature. Je me sers de la littérature comme d'un cadavre mort et je viens hanter votre conscience. À vous de juger si c'est réussi ou pas. Mais on se demande aussi, en voyant la veulerie d'un tel personnage, si les femmes qui l'ont croisé méritaient un tel amour. Mais c'est ce qu'on appelle une autre histoire. Je vous remercie d'être avec moi. Elle est un peu longue. Je me suis laissé emporter par mon sujet. J'ai passé ma journée d'hier dans ma librairie, dans le fond de ma librairie. 7 janvier, les sapins commencent à apparaître, les sapins décharnés, mais en fait encore charnus, mais avec quelques guirlandes accrochées après eux, accrochées après les branches, commencent à apparaître. Les macabées de sapins commencent à apparaître sur les trottoirs enneigés de la ville de Montréal. Peu de clients. Alors je lis. Je suis dans le fond de ma boutique. Je lis. Je lis et je suis sacrément heureux d'avoir réussi ma vie amoureuse. D'ailleurs, moi, personnellement, c'était la première fois, je conclue par ce petit aveu, que j'avais l'occasion de réussir ma vie amoureuse. Et ce n'est pas la rumeur du monde qui va m'empêcher de m'y épanouir dans cette vie amoureuse. Et voilà. Contrairement au personnage de Houellebecq, j'aurais échappé à mon siècle. Je vous remercie d'être là. Portez-vous bien, connaissez la suite. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez venir me rendre visite. Ce janvier, début d'année. Enjamber les cadavres de sapins. Venez me visiter. Vous pouvez aller vous balader sur ma page Facebook. Je n'invite pas nécessairement à devenir un ami, par exemple. Je suis un ami envahissant, mais avec le programme Facebook, vous pouvez me dénotifier, vous pouvez ne pas voir ce que j'écris. Vous êtes souverain, vous aussi. Vous êtes comme un dieu libre dans votre petit univers mental. Comme nous tous. Allez, portez-vous bien.